par terre. C'est bon, on peut y aller, c'est bon. Mais vous m'avez pas répondu. C'est bon là, les yeux, ma position est correcte. Allô? Allô? C'est bon, on peut y aller, là, c'est bon. Non, je vous ai demandé, Gérard, est-ce que je suis bien cadré au niveau Impeccable, de l'image là? impeccable, impeccable. Impeccable. Alors on y va. Alors donc, Erev Torah à tout le monde, hein, notre rendez-vous hebdomadaire. Les, les événements continuent à se couper, se fracasser, disons. Bon, voilà, on attend des bonnes nouvelles, on attend que nos chers otages soient libérés entièrement, qu'on puisse les accueillir comme il faut, comme il leur est dû, et que ces moments difficiles qu'ils ont passés soient une capara pour eux et pour tout le monde, et que tout le monde soit bien, très très bientôt dans ta chaîne. Donc voilà, je vais commencer d'ailleurs, comme d'habitude, un petit mot sur la paracha de, vous savez bien, de Vaishlach, et entre autres, parmi les événements relatés dans cette paracha, on nous raconte, bon, comme vous le savez bien, la paracha de Shimon et Lévi qui décident de venger l'honneur de leur sœur Dina. Et il est marqué dans le pasouk Vayikru shne beni Yaakov Shimon et Lévi ish harbo. Chacun a pris son épée, son glaive. Et de là, nos chachamim, dans le Midrash, Rachid rapporte que le mot ish représente donc la maturité, on va dire religieuse, à partir de quand on est adulte. Et nous savons que Shimon et Lévi avaient atteint l'âge de 13 ans. Et de là, c'est un accord, c'est une source de la majorité religieuse, c'est à 13 ans. Donc ça y est, ils sont majeurs et ils font un acte qui paraît très très difficile à comprendre. Ils font un acte de dire il faut venger notre sœur. Je laisse le problème halachique de quel droit, d'après la halakha, ils avaient le droit comme ça de tuer tous les gens de Shechem et tout. Le Rambam en parle, les Rishonim en parlent. Plusieurs versions, plusieurs explications. Une entre autres, c'est qu'ils étaient Chayav Mita, parce que l'enlèvement d'une personne, ça nous donne un Chiyuv Mita, et le peuple, nous disent les Rishonim, ils avaient le pouvoir, ils avaient la force, qui n'est pas évidente peut-être de nos jours avec dans les pays comme ça, des dictatoriaux, eh bien, ils avaient la force d'empêcher que la chose soit faite, et donc ils étaient eux aussi Chayav Mita. Je laisse le problème malachique. On a le côté chassidique et moussarique qu'on peut sortir de là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un acte digne d'un enfant, en tout cas digne de quelqu'un qui n'a pas de sechel. Ils leur arme, ils ont attaqué. Bon. Et cette attitude-là, il semblerait que c'est ce qu'on appelle tarté des satrés, c'est fondamentalement contradictoire avec la majorité qui c'est synonyme de maturité. Donc ils auraient dû réfléchir qu'attention, on ne fait pas ça, d'ailleurs on leur a reproché, Yaakov Avinu leur a reproché, et pourtant ils l'ont fait. Comment se fait-il que alors qu'ils atteignent la majorité, alors qu'ils devraient montrer l'exemple de ce que doit être un juif, lorsqu'il atteint la majorité, il s'investit dans la mitzvot, il comprend, il arrive au Nishma. Hein. Matin Torah, ils ont dit Naaseh Nishma. D'abord, on fait, après, on comprend. Ils arrivent à Nishma. Maintenant, ils sont en âge de comprendre. Et ils font un acte pareil. Le rabbi nous dit je voudrais vraiment, Tamtsit Aïnian, vraiment le Kitsour, le résumé du concept que le rabbi déduit de là. Un concept on va dire récurrent, que l'on a entendu souvent, mais c'est bien de voir à quel point c'est quelque chose qui est récurrent chez Israël, c'est qu'il y a le concept de Alpi Tambedat. Oui, ils sont arrivés à la majorité, ils ont présent, ils réfléchissent, on fait pas n'importe quoi, on a peur du candidat, on a peur des réactions des nations, disons. Que vont dire les gens? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On va nous reprocher, c'est pas d'après la lacha, ça ne correspond pas, ça coïncide pas avec les règles mondiales. En parallèle, il y a un conseil qui s'appelle Misrut Nefesh. Misrut Nefesh, on avait Shrem, toute cette population avait dépassé une limite.
Alors, touché à l'intégrité de Dina, une fille de Yaakov, ils ont passé la ligne rouge, on dit dans le langage moderne. Et là, il faut être prêt à donner sa vie pour ça. C'est ce qu'on appelle les ma'alamitam bedat, au-delà de la logique. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai chez le Yehudi. Un Ben Israël, il a les deux choses. D'abord, on lui demande d'être un Baal Sechel. On lui demande de réfléchir. Chaque geste que tu fais, chaque acte que tu fais doit être pensé. Est-ce qu'il est en conformité avec le Shulchan Aruch? Est-ce qu'il est en conformité avec la loi? Mais parfois, il faut avoir Bechol Meodecha, marqué dans le Kriyat Shema, Ve'avta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha, Nafshecha, tu es prêt à donner ta vie, ou Bechol Meodecha. Meodecha, c'est le beaucoup, avec ton beaucoup, ça veut dire avec les malins, le dessus, tout donner, quoi qu'il arrive, qu'il nous arrive quelque chose de positif ou de négatif, on donne tout à Dieu. Ça, c'est les malins. Et c'est ça qu'on apprend quand la majorité. Quand ces deux enfants, Reuven, Shimon et Lévi, pardon, Reuven, au contraire, c'était l'aîné, il n'a pas montré cette nikuda-là, ce point-là de Mishurot Nefesh, de dire qu'ils ont passé une ligne, on va jusqu'au bout. Et ils sont allés jusqu'au bout. Malgré les reproches qu'on pouvait leur faire, il faut, oui, être Moser Nefesh pour venger le kavod de leur frère, de leur sœur, pour venger l'atteinte à l'intégrité de leur sœur. C'est mamache à rattacher avec l'actualité, c'est quelque chose de nifla, mais c'est ce qu'on nous demande. Bien que ce mine, cette espèce d'athée, avait demandé, mais ils sont bêtes, le clan Israël. D'abord, ils l'ont fait, après, ils ont essayé de comprendre. Mais ça ne marche pas comme ça. D'abord, on comprend, après, on fait. Oui, oui. On passe notre vie à étudier pour comprendre ce que l'on fait. Mais il faut savoir que la démarche naturelle du Yehudi, du juif, c'est d'abord on fait, après on comprend. Alors, faire quoi, vous me direz? Oui, bon, au Hachem, on a une tradition, on a des parents qui eux-mêmes ont pris de leurs parents, qui eux-mêmes ont pris de leurs parents et de leurs chachamim. Mais d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Et après, je comprends ce que je dois faire. Mais d'abord, je le fais. En l'occurrence, vous savez qu'à Pi Halacha, tout le peuple de Shrem était Chayav Mita, ils l'ont accompli, quelles que soient les conséquences. Quelles que soient les conséquences. Voilà Nekuda que je voulais apporter ce soir, et bien sûr, il faut la descendre dans notre quotidien. On a rencontré des gens qui ne pouvaient pas garder Shabbat à cause de leur travail. Alors on dit, mais non, Misirot Nefesh. Je parlais avec une dame cette semaine qui a apparemment été loin, mais elle m'a dit, j'ai pris une décision. Je prends une décision. Elle m'a dit clairement, je ne suis pas chômeur de Shabbat. Je suis pas chômeur de Shabbat. Mais j'ai décidé de ne pas travailler Shabbat. Allez travailler, allez au travail. Alors, allez, voilà. Ça veut dire aller au travail. Elle a décidé de ne pas, pas aller au travail. Peut-être qu'elle est encore pas chômeur de Shabbat entièrement. Peut-être qu'elle prend encore la voiture. Peut-être. Elle m'a dit, je ne suis pas chômeur de Shabbat, mais je ne veux plus travailler Shabbat. C'est un acte immense de Mishirot Nefesh aussi. Comment vous en sortez avec le travail? Il y a des solutions. Je travaille samedi soir, je travaille dimanche, mais samedi, c'est un acte hautement valeureux de Mishirot Nefesh. On donne sa vie. Alors, je peux perdre ma parnassa, je peux perdre tout. Sur ça, il ne faut pas réfléchir. Tant que c'est en conformité avec la Torah, on peut négocier. Quand ce n'est pas en conformité avec la stricte volonté d'Hachem, il n'y a pas de négociation. On le fait. S'il faut perdre son job, on perd son job. Et bien, au Hachem, dans l'immense majorité des cas, on ne perd pas son job. Et au contraire, j'ai beaucoup d'exemples où une personne a donné ses exigences dans un lycée, dans un collège, etc. Et le directeur avait fait cette remarque. Il a dit, un homme comme ça, hein, c'est certain que le travail, il le fera toujours avec perfection. S'il est tellement pointilleux pour respecter les lois qu'il pense être bonnes, alors dans son travail, il sera pointilleux. Et il a très bien raisonné. Voilà donc un des enseignements de notre paracha. On apprend
Shimon ben Levi, deux petits jeunes arrivés à la majorité, ils ont montré l'exemple, non pas de leur séchet, de leur sagesse, mais de leur koach hamesirut nefesh, leur force d'abnégation. Et bien sûr, cette abnégation que nous avons, le cas Israël, elle vient à la suite d'une réflexion, elle ne vient pas comme ça. Quand on enseigne à nos enfants, on a déjà réfléchi. On a une réflexion qui est dans nos chachamim, dans les rishonim, dans les charonim, dans les rebbeim. Bien sûr, on est guidé, de manière générale, on est guidé. Mais une fois qu'on connaît la direction générale, il ne faut pas avoir peur. C'est un mot qu'on dit souvent, il faut être décomplexé. Tu n'es pas en conformité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce concept, malheureusement, il s'est répandu même dans les nations. Et il y en a d'autres qui ont fait beaucoup, beaucoup de mal avec ce concept. Mais nous, au Hachem, on sait être Meshalem, on sait garder en symbiose les deux principes, à savoir garder la sagesse, pas faire n'importe quoi. On est toujours maître de ce que l'on fait. Mais dans la maîtrise de ce que l'on fait, on va au-delà des possibilités humaines. Et c'est ce qu'on voit autour de nous. Ceux qui sont avec Israël le voient. On voit tellement de choses. On a vu des images extraordinaires dans des jeunes Khayalim qui faisaient le kidouche dans un char. Ils ont chanté dans le char. Ils étaient même en plein dans les zones de combat. Et ils ont chanté les Chadodi, les Khatkalas. Ça, c'est que Israël. Ça, c'est que Israël. Mais c'est au Nefesh pour le clan Israël. Mais c'est au Nefesh pour Dieu, tout en restant raisonnable, en restant humain, en étant capable de pleurer même pour autrui, même s'il arrive du mal à l'ennemi, mais être toujours un Yehudi. C'est ça la différence entre Israël, Beni Bokhari Israël et les autres. Voilà donc le mot que je voulais dire. Nous allons venir maintenant sur. Pour rappel, donc on fait les melachot, comme j'ai dit quelques semaines avant-hier. On a fait au Sahara, la dernière melacha, porter, marquer le patiche, des coups de marteau, éteindre, allumer, c'est avant. Et puis toujours en allant à rebours, c'est la melacha de bonnet et sauter. Bonnet et sauter, bonnet c'est construire, sauter c'est démonter, détruire, on va dire. Et dans la melacha de bonnet, il y a plusieurs halakim, plusieurs parties. Il y en a une, c'est faire ce qu'on appelle, je vais commencer comme cela. Bon, bien sûr, pour rappel, pour mémoire, je vous rappelle que bonnet et sauter, ça prend bien sûr du Mishkan. Hein. Toutes les mlachot, ça prenne des mlachot qui consistaient à ériger le Mishkan. Il est clair que chaque fois que Baruch demandait de déplacer dans le désert, il démontait tout, le Mishkan, etc., les tentures, les adanim, les socs, etc., et on voyageait. Et puis lorsqu'on arrivait, les colonnes de fumée, les nuées s'arrêtaient, il fallait recamper ici, on reconstruisait tout cela. Donc, bonnet et sauter, monter et démonter, ça fait partie des mlachot dans le désert. Aussi dans la construction même du Mishkan. Et donc, dans cette melacha donc de bonnet je traduis, donc construire, c'est le concept de faire un ohel, faire un toit. Je ne parle pas de faire une maison avec des parpaings, avec des briques, avec des tuiles, etc. Une maison solide aussi, une tente. Je veux construire une tente dans mon jardin, je construis une tente. Alors, sachez que si on fait un ohel kavoa, dans votre jardin, vous plantez 4 piquets et sur les piquets, vous mettez une grande bâche dans les coins de laquelle il y a des trous, hein, des anneaux, et vous plantez donc ces petits anneaux donc, dans les 4 piquets, et puis vous avez une espèce de protection comme ça, de la pluie, du soleil, etc. Si vous le faites de manière kaboua, ça s'appelle un OL kaboua, c'est un son Minatora. Premier exemple de bonnet. Donc si, dans une choule, on va dire, on va installer une choupa qui va être définitive, elle va toujours rester comme ça, on ne la démonte pas à chaque mariage, elle est montée dans une partie de la choule ou bien dans la cour de la choule. Ça s'appelle binyan OL kavoua, interdit de la Torah. Si on fait un OL, un toit, comme une choupa encore, c'est un bon exemple, mais arail provisoire. Je le mets pour un mariage, puis je vais l'enlever après. Dans la mesure où je construis cette espèce de toit provisoire, encore une fois, une bâche, la sourmi la Torah. Excusez-moi, c'est la sourmi de Rabbanan. La sourmi de Rabbanan, tout simplement parce que
D'abord, ce n'est pas sur Minatora parce que ce n'est pas Kavua. La Torah l'interdit quand la chose est Kvoa, elle est fixe. Mais quand elle va être démontée depuis le début, on a l'intention, elle n'est pas montée avec du béton de manière comme ça très facile à mettre, à remettre. Donc, ça s'appelle un bignad araï. Oel araï, c'est Assour Midrabanan. Cependant, là, donc ça veut dire en d'autres termes, imaginez que vous avez votre souka et puis vous installez comme ça sur la souka, il y a les bois qui dépassent, vous installez comme ça une espèce de socher, un grand plastique, vous installez sur votre souka. Pendant Yom Tov ou Shabbat, pour éviter la pluie, etc. Dans la mesure où il n'était pas du tout monté dans la souka, c'est interdit Midrabanan. Faites un OL. Bon, en général, bien sûr, on s'arrange pour que le plastique soit fixé à la souka. Quand il est fixé, c'est comme une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc, on peut ouvrir et le fermer. Non, supposons qu'on a posé. Voilà, vous avez un plastique autour d'un grand cylindre comme ça en carton. Hein, ça s'achète comme ça, des grands plastiques épais, enroulés dans un grand cylindre en carton. On l'installe pendant Yom Tov sur la souka, sur le sar de la souka, et on l'ouvre avec une certaine hauteur entre le sar et le plastique. Ça, vous faites un OL araï, c'est interdit. Alors, quelle est la solution? Je reste avec mon exemple. Quelle est la solution? La solution, c'est ou bien de fixer ce OL. Une fois qu'il est fixé, c'est comme si vous installez une porte dans les gonds. Mettre une porte dans ces gonds pendant Shabbat, c'est Assour Minatora. C'est bonnet. Hein, vous enfilez donc les gonds dans une espèce de morceau de fer comme cela, c'est Assour Minatora. Faites extrêmement attention. Et enlever les portes, c'est sauter. C'est sauter, et en général, comme on a l'intention de le remettre après, c'est sauter à Timlot. C'est démonter avec l'intention de remettre après, c'est Assour Minatora. Il m'est arrivé de voir dans une maison qui avait beaucoup d'invités, la baït, le papa, il s'est trouvé coincé comme ça, avec beaucoup d'invités. Et ben, il a eu la bonne idée d'enlever deux portes de sa maison. Il a installé deux portes sur deux tréteaux. Et il a mis un plastique dessus, une nappe. Puis voilà, les invités se sont mis autour et ont mangé. Ben, sachez que ceci est interdit. Le fait d'enlever, je ne parle pas d'installer la planche sur les tréteaux. Je parle d'enlever la porte des gonds. Enlever la porte des gonds, c'est interdit Minatora. Et remettre dans les gonds, à cause de sauter, à cause de démonter, et remettre dans les gonds, c'est interdit à cause de bonnet, à cause de construire. Voilà. Donc, bonnet et sauter, les deux sont interdits. Maintenant, si vous aviez, je reviens, je vais continuer cet exemple, hein, c'est une petite parenthèse, puis je vais revenir à OL Araï. Si par contre, vous avez des planches qui sont déjà dans votre jardin, dans votre cave, des planches de contreplaqué, ou une porte qui a déjà été démontée avant Shabbat, dans ce cas-là, il n'est pas interdit. C'est tout à fait permis. Excusez-moi. C'est tout à fait permis de prendre deux tréteaux et sur le tréteau, installer donc la planche de contreplaqué, d'en faire une table, mettre une nappe dessus. Alors, comment se fait-il que ceci est permis? Voilà que quand vous mettez la planche sur les tréteaux, vous créez un espace en dessous qui ressemble à un OL, qui ressemble à une tente. Oui, certes, mais il y a une grande différence entre la tente et ce cas-là, c'est que quand vous installez une planche sur des tréteaux pour manger dessus, l'essentiel de votre kavana, ce n'est pas d'utiliser l'espace vital qui est sous la table, mais l'espace qui est sur la table. Donc, ce n'est pas un véritable OL qu'on a fait, bien qu'on mette les pieds, on a un peu besoin de l'espace qui est sous la planche, mettre les pieds, etc. C'est quand même permis, tout à fait permis. Donc, mettre des tréteaux, une planche dessus pour manger dessus, c'est permis. Donc, je reviens donc à mon cas de OL Araï. J'ai dit faire donc le plastique sur la souka entièrement, l'ouvrir entièrement sur la souka, c'est interdit parce que vous faites un OL Araï, Milechatila a priori, mais faire une Osafa Mossif, si on fait Osavat Araï, je fais une Osafa sur quelque chose qui est préexistant déjà. Et qu'est-ce que ça veut dire préexistant? C'est vous avez une installation déjà d'un OL dont la largeur est minimum un tefar, on va dire 10 cm. En fait, c'est 8, mais on va dire 10 cm pour arrondir.
Ça voudrait dire que à Sukkot, si vous avez donc votre plastique qui est enroulé dans le cylindre en carton et vous le déroulez de 10 centimètres avant Yom Tov et Shabbat, alors vous avez le droit de le dérouler entièrement. Et quand vous le réenroulez, quand la pluie s'arrête, il faudra le réenrouler, mais laisser toujours 8 centimètres installés sur la souka. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous n'auriez fait que Mossif à l'Oel Araï. Osafa Araï, c'est une Osafa, un plus, dans quelque chose qui a déjà une définition d'Oel. Pourquoi? Parce qu'une largeur d'un téphare déjà, quand vous avez comme ça, c'est un petit carré comme ça, à plus forte raison, si c'est sur toute la largeur de la souka, vous avez un petit rectangle comme ça qui a un téphare sur un téphare de côté, ça a déjà un shem, ça a déjà un statut de OL. Il y a beaucoup de conséquences de ça, parce qu'on a fait beaucoup de nafkaminot de ça, et ça amène la touma. Par exemple, si vous avez quelque chose qui est tamé en dessous, un chéretz qui est mort, eh bien, tous les éléments qui sont sous cette espèce de petit OL là deviennent tamés aussi, comme si c'était sous un toit. Donc, dans les définitions de touma et tahara, des choses très très délicates, on voit que cette petite largeur est considérée déjà comme un OL. Donc, puisque l'OL est déjà construit, donc la tente, on va dire la tente, la mini-tente est déjà construite sur la souka, vous avez le droit de la compléter jusqu'au bout et de la rouvrir ensuite, si vous gardez toujours ce téphare ouvert. Voilà, donc je résume. Un OL Kavoa, ça sur Minatora. Les 4 piquets fixés définitivement, il ne faut pas. Si je lâche ça de manière non définitive, ça sur Midera Banane. Mais si il y a déjà une partie qui est installée, je ne fais que augmenter la superficie qui est recouverte par Sorel, ceci est permis. C'est intéressant de savoir cette chose-là. Et ça existe aussi au niveau, je vais en parler plus longuement, au niveau des méritot. Là, pour l'instant, je parle du gag, du toit. Au niveau des méritot, parfois il est interdit d'installer une méritza. Parfois, je dis, parce que parfois aussi c'est permis. Mais même dans les cas interdits, si maintenant vous avez une méritza qui est déjà un petit peu ouverte, vous avez un paravent qui est installé, qui est dans le coin d'une maison, et parfois vous l'ouvrez entièrement. C'est une espèce d'accordéon comme ça. Si l'accordéon est ouvert, un minimum d'un téphare, 8-10 cm, vous avez le droit de l'ouvrir entièrement et de faire une séparation, je vais en parler tout à l'heure, entre des éléments qui doivent séparer du type, d'un côté il y a des sfarim, des chiffres et kodesh, des choses kodesh, de l'autre côté il y a des enfants qui peuvent faire leurs besoins. Et donc mettre une méritza entre les deux, ça permettra donc d'étudier, de prier grâce à cette méritza. Voilà donc la définition, hein, je commence donc à définir cette melacha de bonnet en parlant donc du gag, du toit. Maintenant, ce dont je vais parler, après avoir parlé du toit, avec le éther qui nous reste, la permission qui nous reste, c'est de ne pas créer quelque chose a priori, mais compléter lorsqu'il existe déjà. On va parler maintenant des méritot. Méritot, ça veut dire des cloisons. Est-ce qu'on peut installer une cloison? Un peu. Vous avez fait une souka, il y a avec quatre cloisons, hein. Il y en a deux qui tombent. Est-ce qu'on peut les remettre? Bien sûr, vous n'allez pas les réinstaller avec des clous, etc. Ça, c'est une reconstruction. Mais juste la redresser, tenir les planches avec une table, une chaise lourde, juste pour cachériser votre souka. Est-ce que ceci est permis? Un autre cas, il vient quelqu'un a un jardin, un khatser, et puis il vient de construire sa maison. Donc le khatser donne sur la route. On peut porter dans son jardin, c'est tout ouvert sur la route. Alors il a installé, il a mis deux fils comme ça, avec des planches et des couvertures qu'il a tendues comme ça. Ces couvertures ou ces planches tombent pendant Shabbat. Donc il se trouve que son khatser, son jardin, il donne directement dans la rue. On ne peut pas porter. Si ce n'est pas fermé, on ne peut pas porter. Peut-on se réinstaller, donc c'est redresser ces planches, redresser cette couverture, la tendre, comme ça, faire une petite rosette pour la tendre? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? En quelque sorte, comme la souka, vous cachérisez la souka en remettant une mechitza, ou là vous cachérisez entre guillemets le khatser, le jardin,
en mettant une méritza, en fermant la maison. On a le droit de faire ça. J'élargis le débat. J'élargis le débat et je pose des questions. Alors, je vais poser un certain nombre de questions pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. La famille est en train de faire Birkat Amazon. Et il se trouve que le bébé vient dans la salle à manger, et puis il enlève la couche, un cas trivial, mais tellement fréquent. Et là, j'accouche, donc il y a de la tsoa devant eux. Vous savez que c'est interdit de faire une bracha devant une tsoa, devant des excréments. Comment faire? Vous allez me dire, on prend la couche, ah, le bébé, le petit galopin, il a tout sali, le parterre et tout, pour tout nettoyer. Il y a 20 personnes qui sont en train de faire avec la Amazon. Question, est-ce que j'aurai le droit de mettre un paravent entre la table où il fait Birkat Amazon et puis la Torah? Bonne question. Un cas qui est ramené dans l'époque des Rishonim, le Maharam de Rotenbourg, le grand Maharam, le beau-père du Roche, qui a été prisonnier par les Allemands et qui est mort dans un château, comme ça, bon, c'est une grande histoire. Maharam de Rotenbourg, il vivait dans une petite cellule comme ça, et la nuit, il se levait pour aller faire ses besoins, et dans sa chambre, il y avait des livres. Comment pouvait-il faire pour lire, pour étudier, alors qu'il était obligé de se lever la nuit pour faire ses besoins? Alors, le Maharam de Rotenbourg, comme c'est joli, petite anecdote intéressante, il avait installé dans sa petite chambre une espèce de, on va dire un paravent, dont une partie était déjà installée, fixée, qui faisait au moins la largeur d'un téphar, 10 cm, on va dire. Et donc, lorsqu'il avait besoin la nuit de se lever pour faire ses besoins, et il y avait des livres, il ne pouvait pas les mettre dans une autre pièce, il y avait les livres, et bien, il tirait donc l'espèce de méritza qu'il avait créé, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était une osafa, c'était un rajout. Comme c'était un rajout, c'est permis. Pendant Shabbat, bien sûr, la semaine, il n'y a pas besoin de ça. La semaine, installée, on n'en parle plus. Mais Shabbat, il crée une méritza en faisant ça, en rajoutant. Mais dans la mesure où il rajoutait quelque chose, alors c'était permis. C'était une méritat araï. C'était araï, c'était provisoire, c'était pas fixé définitivement. Eh bien, puisque c'était non définitif, il faisait comme ça. Voilà, j'ajoute dans les questions. L'alra qui est ramené aussi dans le Shulchan Aruch, comme vous savez, c'est marqué comme ça, Assour le shamesh mitato le oraner. L'intimité est interdite devant une lumière. A-t-on le droit d'installer un paravent devant cette lumière pour l'intimité? Je fais une méritza, grâce à cette méritza, je peux accomplir la méritza de l'intimité. Donc je crée une méritza. Est-ce que ceci est permis? Donc créer une méritza pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour me séparer de la Torah, pour pouvoir faire Birkat Amazon, pour Tashmi Shamita, voilà, toutes ces choses-là, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Pas toujours. Le dernier exemple, le plus fréquent, si on peut dire, peut-on installer dans une choule des méritzot entre les hommes et les femmes afin que tout le monde puisse prier? Vous savez que c'est interdit, rigoureusement interdit, de prier dans une choule sans méritza. Après certains poskim, c'est même sur Minatora. Un issour absolu. Donc, pour contourner le issour, il faudrait installer des méritzot. A-t-on le droit d'installer ces méritzot dans le Shabbat? Donc, je vais faire des cloisons. Je vais cloisonner la choule. Je vais en faire deux parties. Est-ce que j'ai le droit de faire cela? Alors, je vais tâcher d'être le plus clair possible, parce que c'est des choses très fines. Il faut bien comprendre. Je vais donc vous expliquer ça, prendre le temps de l'expliquer, et ensuite, par vos questions, je sentirai si vous avez bien attrapé le point. Le principe est le suivant. Faire une mechitza, par exemple, dans une pièce, parce que d'un côté, les enfants veulent jouer, d'un autre côté, les grands enfants veulent étudier, et dans le troisième côté, il y a les filles qui veulent étudier.
Et dans le quatrième côté, il y a une partie de la famille qui fait la souda chichite. Donc, on veut cloisonner la grande salle à manger. Ou même la soude, carrément. On veut cloisonner en mettant des méritos. Je donne un exemple qu'on a chez nous. On a des méritos sur roue, quoi, donc très facile à déplacer. C'est une belle méritos, lourde et tout, mais elles sont sur roue, donc on les déplace, on les installe. Dans tous les cas que je viens de citer sont permis. Déplacer la méritza avec ses roues pour séparer les garçons des filles, pour séparer ceux qui mangent de ceux qui étudient, et ainsi de suite. Cela s'appelle une méritza de tsniout. C'est une méritza pour s'isoler en quelque sorte. Tsniout, ne pas mélanger avec d'autres personnes. Mais cette méritza ne permet pas quelque chose qui me serait interdit sans elle. Vous voyez? Je vais vous apporter 2 ou 3 cas où précisément la méritza, l'installation de la méritza, permet quelque chose, une mitzvah par exemple, que sans cette méritza, il ne m'est pas possible de faire la mitzvah. C'est les cas que je vous ai cités tout à l'heure. Je suis en train de faire Birkat Hamazon, je suis en train d'étudier la Torah, hein, on a des livres. Et puis, il y a des enfants des petits, on est obligé d'échanger. Bon, une situation, les mamans vont les changer, donc il va y avoir de la tsoa. Je ne parle pas des odeurs, hein, supposons qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc, je vais être en contact avec des petits bébés qu'on est en train de changer, et il y a de la tsoa à côté. Le fait d'installer une mechitza entre nous qui étudions, entre nous qui disons le Birkat Hamazon, entre nous qui faisons davar shebekdusha. Or, davar shebekdusha, c'est interdit devant une tsoa. Torah dit, V'isita, etc. Vaya machanecha kadosh, mached kadosh, donc c'est interdit. Eh bien, ceci est interdit. Ceci est interdit parce que c'est ce que l'on appelle, ce que l'on appelle mechitza à materet. Elle permet. Sans cette mechitza, je ne pouvais pas faire Birkat Hamazon. Grâce à cette mechitza, bien sûr, mechitza, il y a des définitions, hein, c'est pas un petit un manche à balai, on s'entend. Mechitza, ça veut dire quelque chose qui a au minimum 10 tfachim, disons 1 mètre, 80 cm, 1 mètre de hauteur, et en largeur au moins 30, on va dire entre 30 et 40 cm, quelque chose d'assez rachou. Et donc, entre cette soie, la couche du bébé, cette saleté en question, j'ai mis une mechitza qui fait ces dimensions. Celles qu'on a dans le show, elles sont largement supérieures à cette dimension que je viens de dire. Donc, elle a une définition de mechitza, de cloison. Et c'est une cloison grâce à laquelle je fais la mitzvah de Birkat Hamazon que je n'ai pas le droit de faire sans cette mechitza. Sans cette mechitza, je suis dans le même reshoot que la couche, que la tzoa. Je ne peux pas faire d'avoir chez doucha. Bon, on va dire, on a qu'à enlever la couche, certes. Mais pas toujours c'est possible. Des fois, les enfants font une catastrophe, c'est tout ça. Il faudra 1 heure pour tout nettoyer. Et il y a toute la famille qui est en train de faire Birkat Hamazon. La solution, ça serait de mettre donc une cloison, mettre cette cloison entre ceux qui font le Birkat et la tzoa, la chose qui empêche, eh bien, ceci est interdit. Ça s'appelle Mechitza Amateret, qui permet donc les chashuvah. Et la base de ce raisonnement que je fais vient d'une camarade qui me dit la chose suivante. Et ça va vous permettre de bien retenir la chose. Elle dit que si on a fait une soukha qui a 4 cloisons, 4 mechitzot, si 2 mechitzot tombent, il m'est interdit de rétablir la troisième, donc il y en a 2 qui tiennent. Par contre, s'il n'y en a qu'une qui tombe, il en reste 3, j'ai le droit de rétablir la quatrième, bien sûr, sans la visser et tout, on la met debout, on la tient avec un fauteuil, avec quelque chose d'un peu lourd. Mais quelle différence entre 3 ou 4? La différence est toute simple. C'est quand vous avez une soukha qui a 3 cloisons, 3 mechitzot. Quand vous faites la quatrième, c'est un confort. La soukha est déjà kshera. Faites la quatrième pour éviter le vent, la pluie, etc. Mais elle est kshera en l'état. Par contre, quand il ne reste que 2 mechitzot fixes dans votre soukha, avec le srar dessus et tout, et qu'il faudrait rétablir la troisième, c'est reconstituer la cacheroute de la soukha. La soukha passe d'un état de rien, de 2 mechitzot recouverts, c'est pas une soukha, c'est ce que vous voulez, c'est un abri, c'est pas une soukha,
elle prend sa définition, elle prend son statut de souka grâce à la troisième mérita. Donc, c'est ce qu'on appelle, je garde la même terminologie, c'est mérita à materet. C'est une mérita qui permet quelque chose, qui permet de faire la mitzvah de souka. Comme la mérita qui permet de faire le birkat Amazon et que sans elle, je ne peux pas continuer parce qu'il y a de la Torah à côté. Comme la mérita de l'intimité, que grâce au fait que je mets une mérita, eh bien, je peux accomplir l'intimité. Et sans cette mérita, c'est interdit. Assour, les shamesh, pitato, les oraner. Donc, retenez ce point-là. On peut installer une mérita. On peut installer une mérita. Seulement, hein, il faut que ce soit une mérita shel tzniut, pour employer ma terminologie de tout à l'heure. C'est-à-dire pour séparer les enfants des filles, des garçons. Il y en a qui mangent, il y en a qui dorment, il y en a qui étudient, etc. Mais en fait, il n'y avait aucune interdiction en soi, mais il n'y avait aucune interdiction que tout se passe dans la même salle. Seulement, il y a du chahut, tout le monde dérange tout le monde. Donc, on fait pour être pour être discret, la discrétion, voilà, la discrétion. Ça, c'est permis. Parce que les cloisons ne permettent pas quelque chose d'interdit. Par contre, à chaque fois que la mechitza, elle va permettre quelque chose d'interdit, alors là, elle s'appelle mechitza qui permet à matériel, permettre. Qu'elle permet quelque chose, alors ça, c'est interdit. Pour bien comprendre l'Agdara, je vais finir avec mes explications, après je vais écouter vos questions. Hein, j'avais décidé de bien rester un petit moment sur ce concept, que l'on comprenne comment ça fonctionne. On voit très souvent des gens qui installent des méritos de Shabbat, on ne comprend pas comment c'est possible, etc. Maintenant, grâce à ça, vous allez comprendre. Vous avez certainement remarqué que très souvent dans les shuls, on installe les méritos entre les hommes et les femmes. Et apparemment, cette habitude que l'on a d'installer entre les hommes et les femmes à la shul, ça contredit le principe que je suis en train de vous expliquer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est interdit de prier dans une shul quand il n'y a pas de mechitza. Il faut une mechitza. Interdit. Même si les hommes se retournent, sont dans le mur, ils ne voient pas les femmes, quand même, c'est interdit. Alors, si c'est interdit, donc, finalement, la mechitza, elle me permet quelque chose interdit. Quelque chose qui est interdit, et grâce à la mechitza, je peux prier. Donc, quelle différence entre ce cas-là et puis le cas où il y a une tzora, et je mets une mechitza pour me mettre hors de la tzora et continuer mon birkat. Quelle différence? Alors, la différence, elle est comme ça. Dans un premier temps, c'est un point très, très, très bac. Donc, je vous dis la première lecture de nos Shulchan Aruch, on va dire. La différence qu'il y a entre faire une mechitza de tzniut entre les hommes et les femmes et faire une mechitza à materet, comme la troisième mechitza de la souka, ou bien comme faire une mechitza entre le maran de Wottenbourg, comme j'ai dit tout à l'heure, faire une mechitza entre le fait qu'il faisait ses besoins et ses livres. Faire une mechitza, ça c'est assourd. Il a fallu rappeler tout, qu'il avait déjà installé avant Shabbat et Yom Tov, il avait installé déjà une Imeritza, il ne faisait que la rallonger, c'était une osafa. La différence, elle est comme ça. C'est qu'en fait, lorsque une Meritza Tamateret, une Meritza qui permet quelque chose, elle est interdite pour la raison suivante, c'est qu'elle crée deux réchouillottes. Quand on installe un paravent entre la tsoa que le bébé il a laissé et la famille qui fait Birkat Amazon, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte qu'on a construit deux mini-pièces, en quelque sorte, et lorsque la Tsorah est dans une pièce à côté, on a le droit de faire Birkat Amazon. Aucune interdiction, même que la Tsorah est à côté, si bien sûr ça ne sent pas mauvais, on a le droit de faire, dès l'instant, si le bébé a eu la bonne idée de laisser la couche à l'extérieur de la salle à manger, à l'extérieur de la salle où on fait le Birkat, ça serait permis. Parce que vous l'avez mis, c'est pas ton machane, machanecha kadosh, c'est pas mon machane, c'est une autre pièce. Donc, installer la mechitza entre la couche en question et moi-même, c'est créer deux mini-pièces, deux mini-chambres. Et c'est pour ça que c'est interdit. Je crée deux chambres. Le seul moyen de permettre mon Birkat Amazon à côté d'une Torah, c'est mettre la Torah dans une autre pièce. Donc, la Peoula, l'impact, l'effet que a l'installation de cette mechitza, c'est la création d'une autre pièce, une petite pièce à côté. Ça, c'est interdit. Pareil pour la soukha.
mettre la troisième mechitza, c'est créer un espace qui s'appelle Reshut Hayachit, c'est un espace de 3 mechitzot. Donc ça, c'est créer un Reshut, c'est interdit. Le cas de l'intimité, de mettre une mechitza entre les personnes et la lumière en question, c'est faire en sorte que la lumière soit dans une autre pièce. Donc l'installation de cette mechitza est interdite, parce qu'en l'installant, j'ai mis la lumière dans une autre pièce. Bien moi-même, je me suis mis dans une autre pièce. Et c'est permis, même que je suis un petit peu éclairé, c'est interdit. Voilà. C'est-à-dire, la mechitza, elle coupe la grande salle en 2 salles. Ça, c'est interdit. Ouais, j'ai passé en revue pratiquement tout le cas. Alors maintenant, ah mais voilà que à la choule, il y a un problème à la choule. À la choule, c'est interdit de faire la mincha, etc., faire les pilotes sans mechitza. Donc le fait de faire la mechitza, c'est mechitza qui permet à Marteret. La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'effet, l'impact, la peoula que fait cette mechitza, c'est pas forcément de faire que la choule, elle a 2 pièces, que les hommes sont dans une pièce et que les femmes sont dans une deuxième. Il n'y a pas une halakha, c'est bien la nuance. Il n'y a pas une halakha que pour que les hommes fassent atfila ou que les femmes fassent atfila, il faut que les hommes soient dans une pièce et les femmes dans une autre pièce. Il n'y a pas un lien comme ça. L'inyan, c'est quoi? Alors pourquoi? Et je vous dis, certains poskim, moi je fais un rapport, ça sur Minatora. Le inyan, c'est parce que les hommes, pour prier, ne doivent pas pouvoir voir des nachim. Parce qu'il faut une concentration, parce qu'il faut penser à Hachem, et le Issa est là, et donc le fait de voir des nachim, c'est Mebalbel là-dessus là. C'est pas un concept, il n'y a pas un concept en quelque sorte de mettre dans la pièce d'à côté ou soi-même d'aller dans la pièce d'à côté. Le concept, c'est de créer quelque chose, bien sûr, de maraché, quelque chose de physique, quelque chose de réel, qui m'empêche de les voir. Donc l'effet, en fait, l'impact de cette mérita, c'est pas de couper la pièce en deux, c'est juste de ne pas voir. En fait, c'est comme une fonction de couverture, en quelque sorte. Et comme cette mérita n'a qu'une fonction de couverture, de kissou, je traduis le mot qui est marqué dans les poskim, hein, le Magan Abraham, le poskim parle de ça, eh bien, ils disent que la fonction en question, c'est pas de faire 2 pièces, de faire un nouveau reshoot. La fonction, c'est d'être méchassé, la chose qui dérange. Qui dérange la femme à fila. Méchassé. C'est comme si ou les hommes sont couverts, ou bien les femmes sont couvertes, auquel cas, ils ne peuvent pas s'entrevoir chacun l'un l'autre, et donc c'est permis. C'est ça, fondamentalement, c'est ça la différence entre Merita chez Tzniout qui est permise, parce que chez Tzniout, en fait, la Merita n'a qu'une fonction de cacher, mais pas de créer. Alors que pour pouvoir faire, encore une fois, le Birkat Amazon, etc., devant une Torah, ça ne suffit pas de couvrir, il faut mettre la Torah dans un autre réchute. Bon, dans certains cas, on peut couvrir, mais bon, je ne veux pas en dire plus pour l'instant, que tout le monde ait bien compris déjà ce point-là. Il y a de quoi approfondir, mais déjà, voilà, on a compris le Yesod, la base de ce concept de Meritat Amateret. En fait, ça on traduit une Meritza qui permet quelque chose qui serait interdit sans cela. Mais en fait, le pshat, l'explication, c'est pas ça. C'est une manière de dire pratique, mais le pshat, c'est une Meritza qui crée un nouveau reshoot. Si j'ai besoin de créer un nouveau reshoot pour faire ce que je voudrais faire, c'est interdit. Si je ne suis pas obligé de créer un nouveau reshoot, la Meritza a une fonction de cacher quelque chose, une fonction de kissouille, hein, couverture, ça c'est permis. Voilà, j'ai beaucoup parlé, hein, bah, je ne m'avez pas interrompu. Maintenant, j'attends vos questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, et vous me posez des questions. Allez-y, je suis à votre écoute. J'ai une question, Rav Zerbi. Allez, Gérard, à Des vous. fois, je prie dans une choule où il y a, pendant la Approchez-vous du micro là, fila, je vous entends très mal. Approchez-vous. vous m'entendez là? Oui, mais essayez de parler plus fort. Oui, je prie des fois dans des choules où pendant la fila, il y a des dames qui viennent demander la tzedaka. Et donc, elles sont à côté de la porte de la choule, mais les hommes qui prient l'aperçoivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous entends très mal. Je ne sais pas pourquoi je vous entends très mal. Approchez-vous, encore une fois. J'étais en train de dire que des fois, je prie dans une choule où, au milieu de la tfila, il y a une dame ou deux dames qui viennent pour demander la tzedaka. Pendant l'amida.
Bon, Pendant la il faut tfila, dire, pendant le Kriyat Torah, elle rentre et donc les responsables sont gênés de la renvoyer, de la renvoyer. à la vérité, le problème dont je parle avec la main, c'est surtout pour l'amida, pour la concentration. Hein, on peut dire un Torah devant une femme, pas un problème. C'est la Torah qu'on n'a pas le droit. Donc ça, hein, c'est pas une source. Donc si c'est pas pendant l'amida, bon, on peut un peu fermer les yeux en disant à cette dame gentiment, madame, un peu de patience, attendez qu'on finisse la tuile. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution. D'accord. Allez-y, vos questions. Que tout le monde a bien compris la différence entre Mechitza chez Tzniut, Mechitza devant le Birkat, etc. Ça, je veux m'assurer que tout le monde a bien compris. Oui, 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 je pense. Enfin, c'est clair, à Bim. Simplement, du coup, bon, vous venez de répondre un petit peu. Vous avez dit c'est pendant la Hamida. Donc, parce que moi, si vous voulez, je pensais dans les choules où en fait on a séparé les hommes et les femmes en mettant les femmes au premier étage et les hommes ils prient au rez-de-chaussée. Mais du coup, bon, il y a quand même des endroits du côté des hommes où on voit quand même les femmes, mais pas quand on est en train de faire la mida, puisque a priori, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on a orienté les femmes pour que le premier étage soit en fait dans le dos des hommes quand ils font la mida. Euh, Est-ce que c'est sur ça que ça tient du coup? On fait comme ça des joules sur deux étages où des fois il y a un rideau comme avec Remshem, mais des fois il n'y a pas de rideau. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voyez le Je genre très de bien ce que vous configuration. dites. Au Beth Amikdash, les femmes étaient à l'étage. Et Et regardez les hommes danser pendant ce et Torah. celui qui levait les yeux pouvait voir les femmes. Ouais. Mais on considère que lorsqu'elles sont en hauteur, une personne sérieuse qui fait sa amida, elle n'est pas censée les voir. Maintenant, il est clair que j'ai envie de vous dire, une personne pourrait s'approcher de la Mechitza et jeter un coup d'œil à côté. On ne parle pas de ça, on parle de manière normale. Quelqu'un qui vit normalement, qui fait sa fila, qui a son ciseau devant lui, quand une femme est en hauteur à l'étage, s'il ne cherche pas à les voir, il ne les verra pas. Et ça suffit d'après la lacha. C'est pour ça que on n'oblige pas, quand les femmes sont à l'étage, on n'oblige pas de faire. Il y en a qui sont marmérim, qui font des mérisotes au-delà d'un m 80 pour être sûr qu'elles sont derrière les mérisotes, mais beaucoup permettent, il n'y a pas d'obligation dans ça. L'homme n'est pas censé lever les yeux, en général. Voilà, c'est Vous la êtes en réponse. train de nous dire, si je résume, que vous nous avez parlé des halachot relatives à comment est-ce qu'on crée la choule. Là, donc vous êtes en train de dire, bah oui, dans les synagogues dont je parle, où on met les femmes au premier étage et où, bon, on peut s'apercevoir, on va dire, où les hommes peuvent apercevoir les femmes, on va dire, la choule est quand même kshera, mais après, il y a quand même des halachot qui incombent à l'homme de pas aller chercher à regarder et chercher à voir. Voilà, Il y a deux niveaux, quoi, dans ce que vous dites. Ça veut dire la c'est choule, elle est exactement ça. wikshera, et puis après, bon, ben, c'est à la C'est discrétion de exactement, chacun de se responsabiliser, et de c'est savoir exactement pourquoi il ça. vient à la choule, quoi, C'est en deux exactement mots. ça. Et si vous D'accord. voulez, là, vous ouvrez un grand débat. Vous savez très bien que même en sortant de la choule, bon, on n'est pas à la choule, donc il n'y a plus d'interdiction. Hmm. Dans certains cas, certaines sont habillées d'une manière que les hommes voient. Alors, c'est un deuxième travail. C'est plus dîner méritot, vous comprenez? C'est dîner Hmm. tsniout. Voilà. Ouais, après, non, mais C'est bien alors, du dit. coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que si on parle du coup alpidine, donc si on vous suit bien, il n'y a pas de problème halachiquement parlant. Après, ashkafiquement, si on fait les choses d'Ithnim Shurdadin, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, halachiquement, parce que ça agite les foules en général. Il n'y a aucun inyan, enfin, il n'y a aucune obligation à l'Afrique, encore une fois, de mettre une méritza pour un Famringen. Vous avez dit tout à l'heure, pour un Dvar Torah, on peut faire une conférence avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il n'y a pas, à l'Afrique, en parlant, encore une fois, d'obligation de mettre une méritza entre les hommes et les femmes. On vous Absolument. avait bien suivi. Si je vais encore un tout petit peu plus loin, un cas typique, au moment de Tachlir, où là, bon, il y a un gros melting pot, hein, tout le monde se retrouve autour du fleuve, hein, à Rosh Hashanah. Euh, Là, quand même, on parle d'une fila, donc il faut faire quoi? Il faut faire des groupes d'hommes, des groupes de femmes? Comment ça se passe? Parce que Très bien là dit. aussi, bon. Comme ça n'a pas un digne de Beta Knesset, j'ai bien insisté tout à l'heure. La marloquette, bah, Moshe Pachan dit que ça soit Minatora. Il ne part pas de la Torah d'aller faire Tachlir. Enfin, il ne parle pas de ça. Il part de faire la fila, la choule, sans méritza. Donc c'est une chose spéciale parce qu'il y a des hirourim. N'oubliez pas que la tefila, c'est vraiment notre dialogue avec Hachem, avec Dieu. En face de Dieu, on parle à Dieu, on oublie ça. Hein, le Raphaël de Brest, il disait celui qui oublie une fraction de seconde
que quand tu commences à Hachem Sfatai Tiftar, tu as Dieu devant toi, c'est plus une fila, on n'est pas quitte. Bon, très très extrémiste, vous voyez, mais il ne faut pas oublier que c'est un dialogue avec Dieu. C'est tout notre problème hein, de la Boda. Tout notre problème, c'est se concentrer, qu'on est devant Dieu. Quand on marche dans la rue, quand on fait un divan de Torah, il n'y a pas un lien comme ça. On fait Mais la ce qui chose et paraît tout. pour Donc, Tachlir, il qu'il faut est une praté, ça ne séparation, dérange Rav. pas, vous voyez. Ce qui paraît pour Il y a Tachlir, la rapure, comme je l'ai dit, bien sûr. ce qui Voilà. paraît, Rav, pour Tachlir, il faut une séparation. Faut pas qu'il y ait un mélange entre les hommes et les femmes pour Oui, Tachlir. oui, mais encore une fois, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est la même chose que dans un mariage, quand il y a la choupa, et on sépare les hommes et les femmes, mais il n'y a pas un lien de mérita, pas un lien que si il n'y a pas de mérita, c'est assour. Alors faire la fila à la choule sans mérita, c'est un issour. D'après un bon c'est un issour Torah. Vous voyez, c'est rien à voir. Il y a un lien comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un moment d'intimité avec Hachem, et dans ce moment-là, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui pourrait nous éveiller des hérourim. C'est ça l'idée. Alors, si on était d'un tzaddik dans toutes les circonstances, ce serait comme ça. Mais bon, n'étant pas tzaddik, au moins que ce soit à la choule. Voilà, C'est très clair. Du coup, c'est bon clair. Bon, si vous avez compris le point, en tout cas, non, oui, sachez-le, on hein, a c'est bien compris. de. Oui, on a compris, je pense. Simplement, tout à l'heure, vous avez quand même parlé un tout petit peu d'une Mechitza Taraï, par opposition à une Mechitza qui est fixe. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai peut-être un peu mal saisi Vous avez ce que vous compris. expliquez? Ça veut dire, on n'a pas le droit d'aller clouer et puis de planter Voilà. des clous et puis de fixer une Alors ça, Mechitza? on va avancer, oui, j'ai bien compris. On va avancer dans la connaissance de cette marra de bonnet. Je vous donne un exemple tout simple pour comprendre. C'est avec les hommes qu'on fixe les idées. Je veux dire, on a le droit de faire une mechitza araï, donc provisoire, bon, pour faire une osafa. On n'a pas le droit de la faire a priori, mais comme elle existe déjà, on a le droit d'augmenter. Les postes qui me disent que si votre mechitza, vous avez mis des parfums les uns sur les autres, vous n'avez pas le droit d'ajouter d'autres parfums à côté, même que vous ne mettez pas du béton pour les coller. Pourquoi? Parce que c'est une soura de véritable binyan kavua. Donc, ça perd son schème de haraï. Haraï, ça veut dire que dans les matières que l'on met, la manière de l'installer, on voit que c'est haraï. C'est pas quelque chose. C'est pour ça que ça s'appelle un OL. Je pas du binyan. On prend des mots. OL, ça veut dire quelque chose qui en soi, comme il y a des tentes qui sont très solides, les tentes américaines qui existent 100 ans, vous voyez, mais ça reste des tentes. C'est pas un binyan be'etzem kavua. Si vous faites quelque chose avec une matière qui est kavua, comme moi, l'exemple, Michel Moret rapporte cette chose-là je vais installer des parpaings, des pierres les unes sur les autres. Et puis, de manière rare, je vais les démonter après Shabbat, je vais mettre d'autres pierres pour finir la mérite. Ça, c'est assourd. Parce que les pierres, c'est un mur. Normalement, c'est un mur, c'est un vrai mur. Donc, il perd son schème de haraï. Donc, Chachamim, bien que ce n'est pas assourd minatora vraiment, mais Chachamim interdisent. C'est trop proche du Issour Torah. Donc, c'est interdit. De même, faire quelque chose de fixe avec des clous, des punaises et tout, ça aussi, c'est interdit. Alors, je vais ajouter un petit peu, je crois que le temps passe très très vite. Un point intéressant avec ce Binyan Araï, c'est qu'il est permis d'installer un rideau, toujours bien sûr, entendons-nous, hein, quand il n'est pas question d'installer en prenant des lanières et vous faites un nœud très solide, il y a un problème de cochère, c'est autre chose. Faire un nœud, c'est interdit, c'est de manière fixe, ça c'est interdit. Vous prenez un drap, vous prenez une nappe, vous l'installez entre les hommes et les femmes, je vous dis que c'est permis. Mais si maintenant cette nappe, vous l'installez, il y a des clous dans le mur, il y a des éléments, des crochets dans les murs qu'on peut, et on installe cette mechitza avec des nœuds de manière fixe, ça c'est interdit. Vous voyez, ce dont je parle, c'est créer la séparation, créer cette mechitza. Mais si maintenant elle est fixée vraiment, c'est évident que c'est interdit. Mais le point qui est intéressant est la suivante. Imaginons que ce ne soit pas quelque chose de fixé, vraiment fixé. Point très intéressant, qui peut être un peu étonnant. Imaginons que vous ayez chez vous installé une tringle, comme ça, au milieu de la pièce. Je connais des maisons, c'est une espèce de tringle, elle est à peine visible, comme ça. Et puis, le cas échéant, lorsqu'il y a beaucoup de monde, ils ont un rideau qui est tout peu avec des crochets, ils installent les crochets dans les ronds quoi, de la tringle. Ils installent. Ceci, c'est permis de faire ça Shabbat. Et même, le Beth Yosef, il dit, extraordinaire, et même si la personne elle installe ce rideau, il va rester très longtemps, comme par exemple, un cas très simple,
dans les salles de bain. Bon, ça se fait moins de nos jours, on installe des vitres sur à côté de la baignoire pour pas que l'eau déborde, mais tous les temps que j'ai connus, hein, on avait une espèce de petit rideau devant la baignoire, et le rideau était installé sur une tringle, hein, qui parlait d'un bout à l'autre de la salle de bain, puis on installait le rideau en plastique. Eh bien, sachez que ça, on peut l'installer même qu'on a l'intention de laisser le rideau. Alors d'abord, il n'est pas attaché très fortement, c'est juste des crochets qui s'installent dans les ronds, vous voyez, c'est comme ça. Et puis bon, le Beth Yosef, il dit, étant donné qu'on peut le traverser, c'est pas comme le Mechitza dur, hein, le rideau, vous pouvez rentrer dedans, vous voyez, on peut rentrer dans la baignoire en poussant le rideau. Donc c'est pas une véritable Mechitza, c'est interdit. C'est permis. Au même titre que la parochette. Quand il y a une parochette devant le haron, dans laquelle on met le Sefer Torah, si maintenant il y a une tringle, puis sur la tringle, il y a des petits anneaux comme ça, et vous prenez les crochets, vous attachez les crochets aux anneaux, c'est permis de faire ça. Même que vous n'avez pas l'intention d'enlever tout de suite, ça va rester. Voilà, vous voulez l'installer. À Kippour, on met une parochette blanche et puis on remet la classique. C'est permis en tout cas d'après les poskim Morzaken, Mishtabura, quoi. Il y a toujours des discussions, mais d'après les poskim classiques sur lesquels on tient, c'est permis. Tout simplement parce que c'est une mechitza qui a une tsura taraï. Sa tsura, elle est araï. D'abord, elle s'installe juste avec des crochets. Et en plus, on peut la traverser. C'est pas solide, mais c'est pas du tout solide. Donc, très souvent, dans les pays chauds, en France, ça se fait très très peu, mais dans les pays chauds, très souvent, les portes sont toujours ouvertes. Mais pour pas que les gens d'extérieur voient ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, ils installent une petite tringle comme ça, et puis un petit rideau. Puis la famille, quand elle rentre, elle traverse le rideau. Elle le tire pas. Elle le laisse toujours, fermant l'entrée de la maison, mais les enfants y passent, et puis le rideau se pousse. Puis quand on a traversé, il se remet en place, vous voyez. Ça, on a le droit d'installer. C'est intéressant de savoir cette chose-là. On a le droit d'installer, même qu'on va l'installer pour un temps assez prolongé. Ça reste Mechita Tarai. Voilà, c'est le fameux dîne de Villone qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. Voilà, il y a des questions. Oui, attendez, j'ai deux choses. D'abord, est-ce qu'un rideau, je parle pour la semaine, est-ce que si jamais il y a, si je reprends le cas de la Tsoa, mais pour la semaine, si jamais on a mis le rideau, vous avez dit le Inyan, c'est de créer deux domaines. Est-ce que si je mets un petit rideau comme ça, que quand il y a un coup de vent, il part, est-ce que ça suffit pour créer deux domaines et dire, encore une fois, je ne parle pas de Shabbat, mais est-ce que ça s'appelle deux domaines quand il y a juste un rideau comme ça, qui, s'il y a un coup de vent, ça bouge? Non. Je vous réponds. Alors, Je vous réponds tout de suite que non. Ça veut dire que ce n'est pas interdit si vous avez comme j'ai dit tout à l'heure, deux khatser qui sont mitoyens comme ça, on ne peut pas porter parce qu'il n'y a pas de mérite entre les deux. Si vous installez un tel rideau, comme vient de dire, avec une tringle et puis on peut le traverser comme ça, il n'a pas un digne de mechitza de bonnet. Il n'a pas un digne de mechitza. Ça veut dire que l'avantage, c'est qu'on peut le mettre, porte-signaux, disons, pour ne pas voir ce qui se passe chez le voisin, on peut l'installer. Mais le désavantage, c'est qu'il ne vous permet pas de porter. Vous n'avez pas fermé votre khatser. C'est interdit de porter. Cette mechitza en question, elle ne vous permettra de porter, elle va fermer votre terrain, en quelque sorte, que si elle répond aux conditions suivantes. D'abord, qu'elle soit fixée en haut et en bas, qu'elle ne bouge pas, qu'on ne puisse pas la traverser, et qu'elle tienne ce qu'on appelle Beruach Metsuya. Ruach Metsuya, ça veut dire un vent habituel. S'il y a un grand vent, elle ne va pas tomber, vous voyez, elle va pas tomber. Donc il faut, pour qu'elle soit assoura, il faut qu'elle ait un digne de Mechitza. Donc au niveau de dimension, en largeur, comme j'ai dit, 4 Fahim, en hauteur 10 Fahim, et puis Romedet Ruach Metsuya. Sinon, elle n'aura pas cette fonction donc, de fermer, etc., de permettre de porter. Et donc, ouais, si c'est rien qu'un rideau, on ne fait pas deux domaines avec ça. Et s'il y a de la tsoa d'un côté, je ne peux pas faire Birkat Amazon de l'autre côté. Absolument. D'accord. Ou donc vous avez dit la semaine dernière, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est couvrir, quoi. Parce que avec deux couches. Oui, c'est une solution. Voilà. J'ai un peu allongé aujourd'hui sur ça, mais je voulais que les concepts soient bien assimilés. La semaine prochaine, dans Tachem, on reviendra peut-être que la semaine prochaine, on va peut-être plutôt parler de Hanouka, je pense. On en sera quelques jours avant Hanouka. Mais en tout cas, on va continuer. Donc, alors là, bonnet, comme je vous ai dit, bonnet, c'est une immense mlacha. Faire un petit trou dans le mur, boucher un petit trou dans le mur, c'est déjà bonnet. Mettre un clou, c'est déjà bonnet. Mettre une punaise quand ça sert à accrocher une toile,
ces bonnets. Bonnet, c'est très, très, très large. Vous voyez, c'est n'importe quel acte qui améliore un peu la maison, c'est déjà l'interdiction de bonnet de construire. Donc, on verra ça en détail la semaine prochaine. Et donc on va s'encourager, hein, chacun les uns les autres. On continue à prier, faire Télim pour les Chaïlim, pour les familles qui soient libérées. Et surtout que le travail comme on dit, de nettoyage continue, hein, qu'on ne peut plus vivre comme ça. Et que Dieu y mette dans le sechel des chefs, quoi, de s'installer là-bas. C'est Eretz Israël, c'est des mots du rabbi, hein, j'invente rien. Une fois qu'on a conquis, c'est à nous, c'est tout, point barre, c'est à nous depuis toujours, depuis Dor et Dorot. Personne ne peut contester que Eretz Israël, avec ses goulottes, sont marqués dans la Torah, sont au cas d'Israël. On n'est pas allé les chercher, on n'a pas, comme me disent, conquis la chose et colonisé la chose. C'est pas ça qu'on cherche, mais quand on nous attaque et qu'on s'installe, ça s'appelle Kibush Milchama et c'est à nous. Donc il faut qu'on soit bien, bien convaincu de ça. Et rêve à tout le monde. À très bientôt et continuez donc à étudier, à prier pour le shalom dans le cas d'Israël. Amen. Rêve tov. Merci beaucoup. Gérard, bonsoir. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Très Tout. bientôt. Pas de-